Jean-Seb, à toi de jouer. Oui, Vincent. C'est maintenant justement une visite derrière. que nous allons dans ce magnifique château. C'est un décor absolument incroyable. À l'origine, c'est un relais de chasse. À partir du 9e siècle. Et puis c'est devenu... On peut pas chasser sans son chien. Oh non. D'accord, je la raye également. Voilà, très Voilà. bien. Voilà, ça c'est fait. Elle est faite. Il a- Non, alors, parce que Bien j'ai rayer une toutes liste, les hein. suivantes aussi, s'il te plaît, tout de suite, comme ça, c'est fait. il en a préparé 284. Oui, je vous préviens tout de suite. J'ai le dispositif. Voilà. Ça non plus. Et donc, c'est devenu un des premiers grands châteaux royaux de la Loire. Depuis 1952, ce château abrite un fabuleux musée de la chasse. Il a été réhabilité depuis un peu plus de 5 ans. Il raconte l'histoire de cette pratique qui remonte au néolithique dans l'histoire de l'humanité. Il vient de rouvrir. Visite. Après 4 années de travaux, le château-musée de Gien vient tout juste de rouvrir ses portes. Et les collections qu'il abrite sont pour le moins originales. Entièrement dédié à l'histoire de la chasse, le musée déploie 1500 objets et œuvres d'art à travers 14 salles. Mais c'est en réalité plus de 15 000 pièces qui dorment dans les réserves. Et cette collection, c'est David, le régisseur du musée, qui en a la garde. Une fonction privilégiée dont il a pleinement conscience. C'est un privilège de pouvoir aller toujours dans des endroits où le public ne peut pas se rendre. Ça me permet de voir les œuvres et même plus de les manipuler, que le public ne voit pas forcément. Donc il y a de véritables petits trésors qui se cachent dans ces réserves et auxquels j'ai accès. Aujourd'hui, David doit nettoyer cette pièce exceptionnelle. Une arquebuse du XIVe siècle, finement décorée et en parfait état. Un petit trésor que David espère bien pouvoir faire découvrir au public très prochainement. L'objectif, ça n'est pas de les garder pour soi, c'est de pouvoir les entretenir et de faire en sorte qu'à un moment donné, le visiteur puisse les voir posés en vitrine ou accrochés au mur. Alors si la chasse a ses partisans et ses détracteurs, David, lui, n'est pas là pour prendre parti, mais plutôt pour rendre compte d'un patrimoine culturel existant. Le but du musée de la chasse, effectivement, c'est de montrer au public toutes ces pièces qui ont trouvé leur inspiration dans la chasse, dans la nature et dans l'histoire. Et pour piquer la curiosité des visiteurs, le musée a plusieurs cordes à son arc et fait appel à tous leurs sens. Le but est de faire participer le visiteur, et on le voit là notamment au travers de cette table pédagogique qui reproduit l'ensemble des différentes étapes de la chasse à courre, où le visiteur donc peut appuyer sur un bouton et entendre la mélodie qui se rapporte à l'étape qu'il interroge. Et du côté des visiteurs qui bien souvent découvrent le monde de la chasse, le musée fait l'unanimité tant par sa richesse que par sa muséographie. Personne dans ma famille ne chasse, mais je trouve que c'est remarquablement organisé. La beauté des peintures, des sculptures. Une chose est sûre, grâce au musée de Gien, la chasse retrouve ses lettres de noblesse. Vincent, je ne sais pas si David, qui s'occupe des œuvres de ce musée, dort dans le musée en Gien de Fusil. Oh non. Ah bah non, c'était la numéro 43. C'était dur là, si tu me les piques. Mais je te dis, On a droit à en un attendant, festival. si c'est la fin de Cannes, hein, maintenant c'est ici le festival. En attendant, ces collections sont absolument sublimes à découvrir et elles ont été notamment mises en avant par une muséographie d'abord totalement exceptionnelle qui a été intégralement revue, réhabilitée, modernisée, notamment dans également les techniques qui ont été employées parce qu'il y a de plus en plus évidemment de techniques modernes, de techniques audiovisuelles, de dispositifs numériques, olfactifs, tactiles, sonores qui jalonnent les différentes salles de ce musée. Nicolas, la chasse est l'endroit dans lequel nous sommes, la Sologne, la forêt d'Orléans, c'est intimement lié. C'est un musée d'ailleurs que je crois que vous connaissez pas mal. Oui, effectivement, on y allait souvent étant enfant, et que l'on aime ou que l'on n'aime pas la chasse, c'est pas cela qu'il y a dans ce musée, c'est l'histoire de France en quelque sorte, parce que ça remonte effectivement très loin et on apprend beaucoup de choses, et c'est assez incroyable toute cette collection d'armes qui a été utilisée il y a plusieurs siècles par effectivement toutes ces générations qui se sont succédées.
Aujourd'hui, la chasse est devenue plus un problème qu'autre chose dans la région. Elle est très artificielle, alors même qu'elle était naturelle il y a encore, je dirais, un demi-siècle. C'est de cela dont parle aussi mon film, dont parle ce roman. Et c'est vrai que j'aimerais, entre autres, dans la région, qu'on revienne à une chasse un petit peu plus naturelle. Nicolas, c'est ça Sachant qu'il y a un équilibre tout à fait possible. Moi, je ne suis pas fondamentalement contre la chasse, mais il y a une artificialisation de la chasse en Sologne qui est vraiment à déplorer, avec notamment une multiplication des enclos qui est devenu un véritable cancer qui est en train de tuer la Sologne. Bravo. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais me battre, mais jusqu'à mon dernier orteil. Mais... On l'espère de vous. Et si les gens de la région applaudissent, c'est parce que 99% des personnes de la région sont totalement contre ces pratiques qui sont effectuées par 0,1% de personnes qui sont des grands propriétaires citadins, en général qui viennent de Paris et qui arrivent ici et qui sont en train de saccager notre région. Alors que, et donc Nicolas... je souhaiterais que si nous étions un petit peu plus corse, on aurait mis dehors ces gens-là. Donc on va essayer de le faire avec des micros et à la télévision. Mais là, ça a assez duré. On va voir, Nicolas, cette distinction entre chasse naturelle et chasse qui n'est pas naturelle, c'est là la limite en fait entre la chasse qu'on peut pratiquer, qu'on a le droit de pratiquer, vous qui êtes souvent lâché dans des espaces infinis et sauvages, là il y a forcément de la chasse parce que c'est pour se nourrir et vivre que l'on chasse. Oui, c'est cette chasse qui est autorisée. Effectivement, j'ai passé une grande partie de ma vie à côtoyer des gens indiens, inuits, trappeurs. J'ai d'ailleurs réalisé un film qui s'appelle Le Dernier Trappeur, qui raconte l'histoire d'un homme qui vit en harmonie, en équilibre avec la nature. Et ce que je raconte dans ce livre, ce que je raconte dans ce film, c'est l'histoire d'un braconnier, entre guillemets, qui est profondément amoureux de la forêt dans laquelle il vit. Et y vivre, c'est glaner ce qu'on y trouve. Alors, à un certain moment, d'ailleurs en ce moment, ce sont les girolles. Un petit peu plus tard, c'est les fraises des bois. Ensuite, c'est du poisson, c'est une perdrix, c'est du bois pour se chauffer. Voilà, un homme qui vit dans et avec la nature est quelqu'un qui prélève avec parcimonie. Lorsqu'on prélève un arbre et qu'on le fait de façon intelligente, on rend service à la forêt. De la même façon qu'un chasseur, et ça va heurter beaucoup de gens qui nous écoutent parce qu'on a une fausse image de la chasse parce qu'elle est devenue artificielle, mais un chasseur peut véritablement rendre service à la nature. C'est un gestionnaire de la nature. Il prélève de façon naturelle et intelligente, ce qui n'est pas malheureusement Voilà. le cas de 90% des chasseurs qui notamment sévissent en Sologne parce qu'ils sévissent véritablement en tuant un certain nombre de pratiques qui étaient celles d'une Sologne d'autrefois que nous aimerions retrouver. Dans votre film L'école buissonnière, vous réhabilitez un peu le braconnage qui était un peu une chasse naturelle de ceux qui ne possédaient pas les terres mais qui le faisaient pour se nourrir ou pour en vivre sur les terres de grands propriétaires, souvent de grands seigneurs à l'époque. Oui, mais il y avait une sorte de laisser-aller. Et d'ailleurs, il y a dans le film une séquence que je trouve très jolie entre les deux François. François Berléand, qui est effectivement le comte, propriétaire de ce domaine, et qui rencontre son braconnier, parce que chaque domaine avait son braconnier, et qui lui dit en quelque sorte... Eh ben heureusement que tu es là pour limiter le nombre des lapins. Et c'était ce qui se passait autrefois, parce que pour certains braconniers, bien sûr, qui avaient le sens du respect, ce qui était le cas de beaucoup de ces hommes qui vivaient dans et avec la forêt autrefois. Ouais. Donc l'important, c'est les valeurs, même pour la chasse, bien entendu.